Merci au CNAP pour cette invitation. Donc j'effectue ce travail de recherche dans le cadre d'un doctorat à Paris 8, dans le département esthétique, sciences et technologies des arts, sous la direction de Catherine De Smet et Jean-Louis Boissier. J'ai commencé en 2012. L'objet de ma recherche, comme son titre l'indique, donc Jean-Luc Godard, le graphiste à la caméra, typographie, montage et mise en page, genèse et généalogie d'un savoir-faire, porte sur la production graphique de Jean-Luc Godard, étonnamment pointue, constante et sans cesse renouvelée, ce qui m'a amené à le considérer comme un acteur à part entière dans l'histoire du design graphique. Donc dans cette optique, j'ai tenté de dégager une généalogie de ses influences dans ce domaine, dont je vais vous exposer les grandes lignes. Donc en tout premier lieu, ce constat, la présence extrêmement diverse de l'écrit dans ces films, quoique souvent commenté, relève d'une mise en forme graphique et typographique très élaborée qui n'a pas jusqu'ici fait l'objet d'une attention particulière. Génériques, spots publicitaires, bandes annonces, numéros spéciaux, articles et dossiers de presse portent la marque de Godard, même si sa signature ne l'atteste pas toujours formellement. Imprimés ou filmés, ces objets graphiques surprennent autant par leur fréquence que par leur audace formelle, relevant d'une pratique et d'un savoir-faire atypique dans le cinéma. Dans cet art du prélèvement, fait de collages et de citations, et cette orchestration des mots, le cinéaste se fait graphiste, métier qu'il endosse totalement sans rien en déléguer. Donc comment le situer parmi ses pairs du cinéma et ses contemporains de la sphère graphique? Quelle en est sa source? Donc dans cette approche singulière, qu'est-ce qui distingue l'œuvre du cinéaste par rapport à d'autres auteurs pour qui la production d'imprimés a été significative? Pour le cinéma, donc, mon choix s'est porté sur Guy Debord, Marguerite Duras, Sacha Guitry et Chris Marker, en ce qu'ils éclairent chacun des rapports très distincts à l'imprimé, à la mise en forme graphique ou à l'objet livre. Deux d'entre eux, donc Debord et Marker, de la même génération que le cinéaste, sont clairement identifiés comme ayant une pratique graphique considérable. Les deux derniers, Duras et Guitry, présentent en revanche des réalisations dont les rapprochements formels que j'établis avec celles de Godard sont plus obliques. Donc mon objet d'étude principal est le livre Histoire du cinéma, paru en 98 dans la collection blanche de Gallimard, donc on y revient, en raison de toutes les ramifications qu'il permet d'ouvrir sur l'ensemble de la production graphique du cinéaste. Donc le titre Histoire du cinéma désigne un vaste ensemble qui comporte la série vidéo d'une durée totale de 4h30 qui est d'abord sortie en VHS en 98, puis en DVD en 2006, donc le livre en 4 volumes qui sort en 98, qui est une coédition Gaumont-Gallimard, et un coffret de 5 CD et 4 livres multilingues produits par ECM Records en 99. Donc l'ouvrage, pourtant hors norme, en rupture avec le principe visuel de la collection de Gallimard, constitue un objet qui a été peu commenté dans sa dimension graphique et sa forme éditoriale, contrairement à la série de vidéos qui, elle, a donné lieu à une production critique très fournie. Donc, pour rappel, ça se présente comme ça. Et donc moi, les deux seuls précédents que je connais avec une image, donc c'est L'œil écoute et Paris. Donc pourquoi le livre aussi? Pour son omniprésence dans ces films. Donc le livre, à la fois lu et montré, s'affiche comme source originelle de son écriture cinématographique, mais aussi se fait le dépositaire le plus emblématique d'un cinéma qui se revendique comme instrument de pensée originale, je le cite, à mi-chemin entre la philosophie, la science et la littérature. Godard explicite cette présence des livres en ces termes, je le cite à nouveau, « La littérature est un refuge, elle a approfondi ma vision du monde. Les livres m'ont dit des choses que ne me disaient pas les vivants. La littérature a enquêté sur le monde. En ce sens, elle m'a donné une leçon de morale artistique. Je lui dois ça, une conscience morale. » Donc ce goût du livre, tant pour l'objet que pour la littérature, se manifeste sous différentes formes. Hormis les citations, les allusions, les références directes à des romans, ces personnages aussi parlent comme des livres ou lisent à voix haute. Rarement, en effet, cinéaste n'a autant filmé de livres. Donc là, j'ai mis quelques films, ça va de À bout de souffle au dernier, qui est film socialisme de 2010.
Donc il y a le mépris, deux, trois choses que je sais d'elle, Made in USA, une femme est une femme mariée, Alphaville, enfin bon, il y a... là j'en ai mis quelques-uns, mais en fait dans tous ces films, il y a toujours un livre qui apparaît. Euh, le livre, enfin, me semble un objet d'étude particulièrement pertinent pour interroger la notion d'essai au cinéma, que Godard, dans une formule laconique, définit comme une forme qui pense. En 1962 déjà, Godard a recours à ce vocabulaire pour désigner sa façon de faire du cinéma, issue d'une pratique esthétique différente. Je me considère, dit-il, comme un essayiste. Je fais des essais en forme de romans ou des romans en forme d'essais. Simplement, je les filme au lieu de les écrire. Donc, quelle part tient la mise en forme graphique dans ce registre que Godard attribue au cinéma ? Afin d'éclairer cet aspect, je me suis appuyée sur ses productions antérieures, notamment un numéro des Cahiers du cinéma, le numéro 300 de mai 1979, donc entièrement agencé par le cinéaste, en ce qu'il exemplifie l'essai dans plusieurs de ses dimensions, celle de brouillon, de tentative, de forme qui pense et donne à voir, de travail en train de se faire et d'outils critiques. Donc ça se présente comme ça, et une double page à l'intérieur qui est, à gauche, c'est une lettre qu'il adresse à Wim Wenders, et en face, donc il commente dans cette lettre, il fait référence à un livre, et juste en face, il pose une page de texte qui est tronquée, et il colle une photo dessus. Euh, donc précédent, ce numéro des Cahiers du cinéma, le 300, précède d'un an la fabrication de son ouvrage intitulé Introduction à une véritable histoire du cinéma, qui paraît en 80. Et donc ce numéro spécial avec ce livre constitue également dans la chronologie des productions une première étape graphique dans la constitution des histoires. Donc ça, c'est une double page de introduction à une véritable histoire du cinéma. Donc un des traits majeurs de cet ouvrage singulier, souvent critiqué par les historiens comme une faiblesse, c'est d'être une histoire faite avec son propre matériau, avec les images, ce qui n'a jamais été pris au sérieux, de même que l'utilisation de la première personne, ainsi que le relève Bernard Eisenschitz, historien du cinéma. Ce commentaire sur la manière de concevoir et d'écrire l'histoire m'amène à m'interroger sur ce que peut le livre que le cinéma ne peut pas. De quelle façon, par la mise en page, le livre participe-t-il à cette entreprise historienne ? Qu'est-ce que la technique propre à chaque mode d'expression a introduit comme variable ou comme possibilité ? Je n'ai pas répondu encore à ces questions. Ce sont des questions pour l'instant. Dans ce prolongement aussi, je reprendrai la question formulée par Jacques Aumont dans son essai consacré aux histoires, qui s'intitule Amnésie, qui a paru en 1999, pour établir un parallèle qui me semble fécond sur la dimension critique et réflexive de la mise en page. Le cinéma, énonce-t-il, a-t-il une capacité historiographique propre ? Est-il au fond apte à faire de l'histoire par lui-même ? La thèse des histoires, tout implicite qu'elle est sans appel. Bien sûr, le cinéma est un opérateur d'histoire, un historien et même privilégié. Fin de citation. Donc, prenant appui sur son commentaire, je me suis interrogée si le livre et la mise en page ont, tel que Godard les met en œuvre, une capacité historiographique propre. Comment s'articule la mise en forme et la dimension réflexive ? De quelle manière le livre, en tant que support, fait œuvre critique sur l'histoire, en ce qu'il constitue le matériau nécessaire à sa fabrication ? Parce qu'en effet, l'histoire existe-t-elle sans sa mise en page ? Donc un autre point que je trouve intéressant à souligner par rapport à cet objet de recherche est le fait que c'est un ensemble que je trouve très déroutant, qui m'échappe. Et dans sa forme imprimée, publiée dans La Blanche de Gallimard, m'embarrasse car je la trouve assez déplaisante d'un point de vue graphique, du moins au premier abord. Elle m'apparaît comme dissonante, irrésolue, moins immédiatement séduisante et comme en désaccord avec sa production graphique antérieure. Donc la résistance que ce livre oppose, cet inconfort qu'il suscite, provient peut-être des promesses non tenues que contiendrait l'ouvrage, en dépit de l'accomplissement et de la prouesse qu'il représente, celui de faire entrer le cinéma par l'image dans une collection dédiée à la littérature.
Donc pour l'approcher, j'ai choisi 2 voies qui me semblent éclairantes pour aborder cette somme considérable. La première concerne l'usage particulier que fait Godard de la typographie, le recours systématique à certains caractères, comme l'antique-olive, qui est redessiné, hein, qui n'est pas, c'est pas exactement de la typographie, et l'Helvetica, et ce que ces choix impliquent. Leur identification m'a permis de constituer des séries et dégager des périodes, l'une ancrée dans la typographie française et la seconde empreinte par la Suisse. Ainsi, donc la période antique-olive du nom du caractère de Roger Excoffon regroupe les films suivants. Donc c'est une période de 65 à 67. Donc c'est pas ça. Donc c'est ça par exemple dans La Chinoise. Et donc la période suisse pour son usage du caractère Helvetica ou univers, qui est un ensemble beaucoup plus étendu et qui comporte par exemple Alphaville, Sauf qui peut la vie, Je vous salue Marie, Forever Mozart, Histoire du cinéma, Film socialisme, etc. Donc le recours à la typographie tel qu'il le donne à voir comme mise en forme visuelle du sens et du langage témoigne là encore de l'attachement marqué du cinéaste pour ce support imprimé qu'est le livre. La voie typographique est une piste que j'ai privilégiée en ce que le choix de caractères, et ce malgré les difficultés rencontrées parfois pour les identifier, constitue une émanation des différents courants esthétiques d'une époque et dans le même temps raconte l'ensemble des mutations technologiques profondes qui ont traversé l'imprimerie et les arts graphiques. Donc la seconde entrée consiste à établir la généalogie et la genèse des influences à l'origine du savoir-faire du cinéaste. Donc certaines de ces sources peuvent être déterminées sans équivoque quand référence est faite à un auteur par un recours au collage ou à la citation dont il convient d'identifier l'origine. D'autres, en revanche, plus diffuses, de l'ordre de l'empreinte plus ou moins consciente ou assumée, requièrent des rapprochements parfois inattendus qui nécessitent d'être étayés. Donc, parmi les correspondances, j'ai distingué 3 de ses contemporains du graphisme français et de la télévision, dont les réalisations ont imprégné à des degrés divers la production du cinéaste et réciproquement. Ainsi en est-il du Suisse Peter Knapp, pour ses mises en page novatrices au sein de divers magazines, et notamment, il y a un film, dans Une femme mariée, il y a des citations graphiques en fait, du magazine Elle. Le Polonais Roman Cislewicz, célèbre pour ses affiches et ses photomontages. Et donc j'ai également mis en regard la production d'un 4e homme œuvrant à la télévision, donc Jean-Christophe Averty, comme metteur en page de télévision, qui constitue un pont tout autant qu'une synthèse entre l'imprimé et le cinéma. Parmi les filiations, citons enfin Maximilien Vox, de son vrai nom Samuel Monod, qui fut l'une des figures majeures donc, du graphisme français des années 60 à 55, disons, et dont Godard est le neveu. Ce lien de parenté donc, avec le cinéaste, jamais mentionné, voire occulté, loin d'être anecdotique, permet de mettre en lumière, ou du moins de poser des hypothèses sur ses influences premières en matière de mise en page et de typographie. Donc à propos des histoires, donc Jacques Maillot, alors directeur artistique chez Gallimard, relate comment Jean-Luc Godard choisit comme caractère le bookman en raison de son nom. Et il aurait dit, donc voilà l'homme-livre, c'est ce qu'il faut. Et donc de la même façon, Maximilien Vox, en France, incarne précisément cet homme-livre, étant donné sa production considérable dans tous les domaines de l'édition et de l'imprimerie. C'est une reproduction de Fernand Baudin, c'est le dossier Vox, en hommage donc à Maximilien Vox, à sa mort. Donc les points de convergence entre les 2 hommes sont nombreux dans leur trajectoire, donc entre Vox et Godard. Tant dans leur trajectoire que dans leur production graphique et éditoriale, et inattendue étant donné leur divergence idéologique et de statut. Donc, afin de mettre en évidence ce parallèle entre leurs réalisations respectives, j'ai considéré plus particulièrement un projet chez Vox qui était intitulé Mort de Gutenberg, qui eut pour point de départ un entretien à 3 voix entre le typographe Jean Garcia, l'écrivain Jean Giono et Maximilien Vox en 1954, et qui portait sur l'avenir du livre et de l'imprimé. Ce texte a été publié dans une revue professionnelle qui s'intitule Caractère Noël,
et dont Vox assurait la direction artistique et éditoriale, et elle se présentait comme une vitrine de toutes les possibilités de l'imprimerie. Donc même si le projet de Vox ne vit jamais le jour, il rappelle par son envergure et son ambition, et l'éditeur choisi, Gallimard, l'entreprise que mena Godard 40 ans après autour des histoires du cinéma. Donc pour confronter les deux démarches, j'ai procédé par rapprochement à partir des matériaux sonores, filmiques ou imprimés tirés de leurs productions respectives. Donc là, ce sont des rapprochements que j'ai faits, issus d'un caractère Noël. Bon, c'est un rapprochement peut-être lointain. Donc à gauche, il y a les photogrammes avec l'usage du monochrome et des pages donc, d'un numéro de caractère Noël de 54 et qui se termine aussi par des bâtons de dynamite. Bon, enfin, c'est une coïncidence. Et là, pareil, même usage du fond noir avec le bleu, blanc, rouge, avec un Rogex qu'au fond comme point commun. Peut-être finir rapidement. Je voulais souligner un autre aspect aussi que j'ai considéré, le lieu d'inscription donc, des histoires, la collection blanche, au lieu de la littérature, pour le déplacement qu'il impose de la littérature vers le cinéma. Et comment Godard a pensé cette histoire en images et en texte dans une collection qui n'en comportait alors qu'à de rares occasions. Parmi les précédents dans le cinéma, donc il y a Hiroshima mon amour, édité dans La Blanche en 1960, qui constitue un point de repère incontournable dans cette même collection où Marguerite Duras, avec cette parution, fait du scénario un nouveau genre littéraire. Un livre des origines qui annonce son cinéma à venir. Donc ça se présentait comme ça. Enfin, c'est une image, mais là c'est une jaquette. Voilà.